Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Majuscule Propos. Ce soir, nous allons parler de la CEEAC et surtout de son intégration. Cette région d'Afrique centrale qui compte environ 200 millions de population. Mais quels sont les avantages de cette population et surtout de cette région qui parle avantage, parle également opportunité, mais qui parle opportunité, parle également de défis. Quels sont les défis de cette région de l'Afrique centrale? Pour en parler, ce soir, je suis rejoint par deux ambassadeurs. À ma droite, je commence par l'ambassadeur de la République du Congo, monsieur l'ambassadeur Guy Nestor Itoua. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Très heureux de vous retrouver une fois de plus avec nous. Merci. Voilà, désormais un habitué de cette émission. Nous sommes également rejoints par l'ambassadeur Jacques Kabaré. Il est ambassadeur rwandais en charge de l'intégration africaine. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Avec nous également sur ce plateau, nous sommes avec l'opérateur économique Chaka Gakuba. Il est opérateur économique rwandais. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Eddy. Et surtout membre de la Fédération rwandaise du secteur privé. Depuis Libreville, nous sommes également rejoints par le commissaire François Kanimba. Il est commissaire donc à la CEEAC. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Eddy. Voilà, ce sont là les quatre invités qui sont avec nous ce soir. Messieurs les ambassadeurs, à tout seigneur, tout honneur, comme on dit, vous qui avez travaillé longtemps, vous qui représentez vos pays respectifs aujourd'hui en tant que diplomate, est-ce que les opportunités que présente cette région sont-elles exploitées à leur valeur juste? Monsieur l'ambassadeur, et toi? Merci beaucoup, monsieur Sabiti. Permettez-moi d'abord de m'acquitter d'un devoir, qui est celui de renouveler les salutations du peuple congolais et de son Excellence, monsieur le Président de la République, président Denis Sassou Nguesso, à son frère et homologue, son Excellence, monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et au peuple du Rwanda. L'émission, vous avez voulu qu'il tourne autour des questions d'intégration. Et les questions d'intégration touchent un peu à tout, à la dimension politique, à la paix et autres. Et par rapport à cela, j'aimerais faire mention sur la rencontre qu'il y a eu le 20 octobre 2020 à la frontière de Nema-Gasseni entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda, son Excellence M. Vincent Biruta, et son homologue du Burundi, son Excellence M. Albert Shingiro. Parce que cet événement est très important pour notre espace, la CEMAC. Ces deux pays sont des pays membres de la CEMAC. De l'organisation. Voilà. Donc, je pense que c'est important de faire mention de cela et aussi de saisir cette occasion, personnellement pour moi, en ma qualité d'ambassadeur de la République du Congo au Rwanda et aussi au Burundi, de traduire ma sincère gratitude aux plus hautes autorités du Rwanda et du Burundi pour avoir permis et facilité cette rencontre. Maintenant, pour évoquer les opportunités qu'il y a dans cet espace de la CEEAC, composé de 11 pays et d'un peu plus de 200 millions d'habitants, vous l'avez dit, sur 6 millions, un peu plus de 6 millions de kilomètres carrés. Et les opportunités ne manquent pas. Les facteurs de développement y sont. Mais comment sont-ils exploités? Comment sont-ils matérialisés pour engranger le développement et aspirer au bien-être de la population? Les opportunités
il y en a. Il y en a. Ouais. Justement, l'ambassadeur Kabalé, vous n'avez pas beaucoup trop longtemps dans votre position d'ambassadeur en charge de l'intégration, mais vous avez travaillé en tant que diplomate, notamment en Europe, où vous étiez ambassadeur du Rwanda en France. Vous avez vu un autre bloc qui n'est pas sur le continent africain. Je parle de l'Union européenne et surtout, vous l'avez côtoyé, et même l'ambassadeur Guy, vous avez été à Paris. Vous avez vu l'évolution de ce bloc et surtout de la volonté qu'affichent les membres et des défis qui sont les leurs. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que notre région, la CEEAC, l'intégration est-elle ressentie au niveau des décideurs politiques ou c'est une intégration qui est ressentie et vécue par le commun de mortels? Je parle du citoyen lambda. Merci, monsieur le modérateur. C'est un processus. L'intégration est une affaire de processus, une affaire de temps. Vous avez comparé avec l'Union européenne. C'est vrai que comparaison n'est pas raison. Ça prendra du temps, je crois, parce que la CEEAC reste quand même une entité régionale qui connaît ou qui a connu pas mal de difficultés, d'où d'ailleurs la raison pour laquelle les chefs d'État se sont réunis, ont fait le bilan et ils ont vu que le bilan, les résultats étaient plutôt peu reluisants et ont pris toute une série de mesures pour permettre à cette organisation de repartir. Je voudrais quand même souligner un paradoxe qu'il y a avec cette organisation. C'est une organisation qui a énormément d'atouts pour pouvoir s'épanouir, se développer, connaître même un élan. C'est 11 pays, mais 8 d'entre eux parlent la même langue internationale, le français. 6 d'entre eux, si pas plus, ont une monnaie commune, le franc CFA, ont une banque centrale. C'est un autre atout que le pays. Des instruments juridiques extrêmement importants, comme l'OHADA. C'est un instrument qui harmonise le droit des affaires en particulier. Donc, ce sont des atouts qui, logiquement, auraient dû donner un élan ou faciliter le démarrage de cette organisation. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le taux d'échange entre les pays est tellement faible, je dirais même c'est le plus faible de toutes les organisations économiques régionales en Afrique, avec 1,9% de taux de change. Il n'y a que l'UMA, qui est l'unité du Maghreb arabe, qui a avec 2%, qui est juste au-dessus de la CEEAC. Pour vous donner une idée, l'East African Community connaît 26% d'échanges. C'est-à-dire la communauté des États de l'Afrique de l'Est. La communauté, oui, exactement. Donc, il y a un long chemin encore à réaliser. Les raisons sont multiples, mais je pense que la raison, je dirais, fondamentale, c'est la volonté politique qui n'était pas aussi forte qu'on pouvait l'attendre au moment de la création de la CEEAC par les pères fondateurs. C'est la seule qui pourrait vraiment justifier cela. Et ce qui peut donner aussi de l'espoir pour l'avenir, parce que le sommet de chefs d'État des pays de la CEEAC aujourd'hui, en refondant complètement la CEEAC, donne l'opportunité aujourd'hui à cette organisation de partir d'un autre pied et d'avoir une autre vision, mais cette fois en se dotant
dès le départ des outils importants. Voilà, peut-être avant de continuer avec notre entretien, on va devoir peut-être nous plonger un peu en ce qui concerne l'intégration. En date du 18 octobre de cette année, c'était une journée qui était dédiée à l'intégration de cette communauté de la CEAC. On va peut-être faire une petite rétrospective pour voir ce qu'a été la journée et surtout voir quelles sont les aspirations, la volonté politique qu'affichent les décideurs politiques, mais également les techniciens. Et puis on va poursuivre notre émission. La 31e session de la conférence régionale de la FAO se tiendra du 26 au 28 octobre prochain par visioconférence. Et c'est pour mieux la préparer que le président du Conseil des ministres de l'Agriculture de la zone CEAC a convoqué cette réunion avec la commission de l'institution sous-régionale et la FAO pour le développement de l'agriculture au sein de l'espace communautaire. C'est donc rentrer dans la mise en œuvre de la très haute vision de nos chefs d'État, qui est de faire en sorte que notre développement soit harmonieux, concerté et donc homogène sur des questions qui sont aussi importantes que le développement du commerce intracommunautaire, le développement de notre autosuffisance alimentaire, le développement de notre lutte contre la pauvreté et lutte pour le développement rural. Et surtout faire en sorte que nous soyons ensemble. Les pays membres de la CEAC doivent donc porter une seule voix sur les challenges auxquels ils font face dans le secteur agricole à l'occasion de cette rencontre qui sera présidée par visioconférence par la Commission des États de l'Afrique centrale. On va faire une réunion le 19 octobre avec les autres ministres d'agriculture. La CEAC est la coordinatrice de tout ça. Parce que la CEAC, c'est l'organisation de tous les États, les 11 États membres de la région. Cette 31e session de la conférence régionale du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture sera l'occasion pour d'autres régions du continent africain de faire le point des progrès accomplis en ce qui concerne le programme d'action mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition des petits États insulaires en développement de la région Afrique. Le commissaire François Kanimba, vous êtes commissaire en charge bien sûr du marché commun, des affaires monétaires et surtout financières. Dans ce reportage, on parle aujourd'hui de certaines priorités de la communauté de la CEAC, notamment la sécurité alimentaire. Vous, déjà, votre rôle, c'est déjà cette intégration, mais qui passe par l'intégration monétaire. C'est les instruments dont l'ambassadeur Jacques Kabaré parlait aujourd'hui. Mais concrètement, que représente cette région d'une manière concrète et quels sont les motifs de nos populations de croire en la stabilité de cette région? Là, on parlait de la sécurité alimentaire. Mais là, je veux parler également de la monnaie qui doit également sécuriser notamment les affaires. Merci, M. Sadi. Permettez-moi tout d'abord, au nom de la commission de la CAC, de saisir cette occasion pour exprimer notre attitude au gouvernement rwandais. Qui, à l'occasion de cette journée de célébration de la CEAC, qui normalement a eu lieu le 18 octobre, nous avons célébré 7 ans d'existence. C'est la première fois dans l'histoire de cette organisation qu'on célèbre cette journée. Nous avons décidé au niveau de la commission qu'à cette occasion, la commission essayait d'aller au-delà de l'organisation pour parler aux États membres, aux citoyens de nos États membres, engager un dialogue avec tous les partenaires sur l'intégration de la CEAC. Le débat télévisé constitue à mon avis une contribution extrêmement importante du gouvernement rwandais dans le cadre de ce dialogue et nous vous remercions très sincèrement. Pour revenir à la problématique du débat ce soir, vous avez commencé en évoquant probablement la problématique de l'intégration de la CEAC qui a connu des défis.
je ne suis pas en train de passer à côté de la question précise que vous avez soulevée. Monsieur Sabiti, je pense que j'aurai le temps d'y revenir, mais laissez-moi, la commission a pris action le 1er septembre. Nous venons de faire exactement un mois par semaine. Durant cette période, nous avons réfléchi profondément sur la problématique d'intégration économique, financière, sociale de cette communauté pour comprendre les enjeux et développer notre plan stratégique pour notre mandat en connaissance de cause. Il y a un certain nombre de défis que je vais avec l'audience qui, je pense, c'est toute action que nous allons entreprendre devrait en priorité essayer d'adresser ces défis. Le premier défi, la CAC est une communauté économique donc 11 États. Et quand vous voyez ces 11 États, ils appartiennent à plusieurs sous-groupes qui font partie d'autres communautés économiques régionales. Vous avez par exemple 6 États qui constituent la communauté économique de l'Afrique centrale, l'ancienne SMAC. Vous avez le Rwanda et le Burundi qui font partie de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez l'Angola et la République démocratique du Congo qui sont membres de la SADC. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que dans le processus de mise en œuvre des instruments d'intégration commerciale de la communauté, certains pays, en fonction de leur appartenance à d'autres groupements régionaux, avaient des difficultés à pouvoir mettre en place ou mettre en exécution les instruments juridiques qui ont été trouvés par le chef d'État. Et cela a été ressenti comme un sentiment de manque de cohésion communautaire. Et ça, c'est un défi majeur qui absolument doit trouver une solution. Fort heureusement, il y a une opportunité importante, c'est la zone de libre-échange continentale que l'Union africaine est en train de mettre en place avec pratiquement plus de pays membres. Et la zone de libre-échange continentale est en train de casser les barrières. Je pense qu'on a... Qui pourrait être un engouffement sous-région pour pouvoir constituer, débloquer les opportunités. Je pense qu'on a un petit souci technique. On va revenir sur le commissaire Kanimba. Ambassadeur Guy, peut-être bien, on parle d'une certaine... déjà, il parle des avantages, mais liés également à certains défis. Aujourd'hui, nous avons une Union africaine qui se veut réformatrice en apportant de réformes dans plusieurs secteurs. Ces réformes qui semblent toucher dans tous les secteurs ne peuvent pas peut-être altérer ou peut-être être un désavantage pour les blocs régionaux au niveau du continent, puisque les gens peuvent se donner ou peut-être se pencher beaucoup plus sur ces réformes de l'Union africaine et peut-être oublier leur appartenance régionale ou sous-régionale. Et les devoirs qui vont avec, bien sûr. Merci beaucoup. Je crois que le ministre Kanimba n'a pas évoqué que les avantages, parce que la multi-appartenance à plusieurs communautés économiques régionales n'est pas un avantage. Et prenez le cas d'un pays. Non, prenez le cas d'un pays qui appartient à 3 communautés économiques régionales et qu'il faille développer des grands projets d'intégration. Alors, ces projets d'intégration appellent des efforts financiers, intellectuels, organisationnels et autres. Et parfois, ces communautés économiques régionales n'ont pas toujours des objectifs convergents. Ça, c'est un aspect. Mais dans cet espace, évoquons par exemple les communications physiques. Il fut un temps où ça continue encore, où il était très très difficile de se déplacer d'un pays à un autre de cette communauté, alors que
ce qu'il faut encourager dans cet espace, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Ça reste encore un problème, les communications physiques. Et il y a aussi un autre aspect qui est celui de la production. On parlait du taux, du niveau des échanges entre États ou dans cet espace. Mais la plupart des ressources naturelles dont disposent les pays de cet espace sont des ressources dont la transformation se fait en dehors de l'espace, qu'il s'agisse du bois, du pétrole ou les ressources du sous-sol et autres. Tout ça est transformé à l'extérieur. Maintenant, de l'intérieur, que produisons-nous dans chacun de ces pays pour promouvoir le développement de cet espace? Il y a ça. Vous avez évoqué les réformes de l'Union africaine. Ça, c'est une très, très bonne chose. Aujourd'hui, on a des instruments qui nous permettent de réfléchir, on ne va pas dire en introverti, mais de donner la possibilité à nos pays aussi de pouvoir s'organiser, de pouvoir produire dans nos pays, et ne serait-ce qu'en commençant par l'agriculture. Parce qu'au moins, il va s'agir des produits qu'on pourra facilement développer, transformer dans l'espace. Donc ça aussi, c'est... Sans s'exporter pour la transformation. Voilà. Ouais. Parce que le développement, c'est tout ça, le bien-être social. Un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit, c'est difficile que ce peuple-là soit libre. Voilà. Donc nous produisons des richesses, mais qui sont exploitées, transformées en dehors de l'espace. Donc ça aussi, c'est délicat. Bon, maintenant, il y a des questions, les réformes et au niveau de l'Union africaine, et aussi en interne dans nos différentes communautés économiques régionales. Il était parfois très, très difficile de travailler, de trouver des passerelles entre l'organisation mère qui était hier l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui l'Union africaine, et les communautés régionales. Ça peut être la CEAC, ça peut être les autres communautés. Parce que comment la CEAC est née? La CEAC est née après le plan d'action de Lagos en 80. C'est-à-dire que c'est le prolongement du plan de Lagos. Le plan de Lagos, c'est quoi? On crée des communautés économiques régionales pour booster déjà le développement au niveau régional. Et au bout, c'est le continent qui prend le témoin. C'est-à-dire les blocs régionaux doivent constituer des piliers solides pour la grande union. Exact. Voilà. Justement, vous évoquiez la question du développement et surtout de la transformation. On transforme, on produit parce que quelqu'un a investi. Soit c'est l'État ou c'est les secteurs privés. Voilà une occasion pour parler du secteur privé, justement. Chaka Gakuba, vous êtes opérateur économique ici au Rwanda, oui. Mais vous travaillez également dans la région. Aujourd'hui, avec un peu de recul, quelle est votre lecture par rapport aux opportunités? Parce que les opportunités qui se présentent devant les yeux du citoyen lambda, de ce citoyen ordinaire, vous ne regardez pas forcément du même regard, disons, ces opportunités. Vous, comme on dit, le business community, les hommes d'affaires et femmes d'affaires, quelles sont les opportunités aujourd'hui que vous palpez du doigt, que vous exploitez? Merci beaucoup, M. Eddy. Les opportunités, elles sont là depuis des années, mais ces opportunités peuvent être exploitées à une seule condition, quand les éléments sont réunis. Ça veut dire il y a des éléments indispensables. Il y a le rôle des États, il y a le rôle des hommes d'affaires, et aussi il y a le rôle de la communauté elle-même. Quand je vois les opportunités, mais je me pose aussi des questions.
quel est le rôle de l'État? Est-ce que les États ont mis en place un environnement des affaires? Quand je dis un bon environnement des affaires, je vois directement la sécurité de biens et de personnes. Je vois les infrastructures, ces infrastructures de communication qui permettent la mobilité de peuples et des échanges commerciaux. Quand cela n'est pas en place, cela fait que je peux tiquer d'investir. Mais sinon, les opportunités sont là. Laisse-moi te donner un exemple. Prenons le cas de la forêt. 6 pays membres de la CAC partagent le bassin du Congo. Et ces mêmes pays, parmi eux, il y a encore des importateurs des allumettes. Imagine-toi, la deuxième forêt mondiale après l'Amazonie, c'est le poumon forestier du monde, le poumon vert. Mais ils importent encore des allumettes. Imaginez-vous, ça c'est le rôle des investisseurs, d'avoir un œil directement sur ces secteurs et d'y investir. Justement, ce que moi je veux savoir, dans des termes très clairs et simples, comment est-ce que vous arrivez à rentabiliser ces opportunités, les transformer en quelque chose de matériel? Qu'est-ce qui vous bloque? Justement, ce qui nous bloque, c'est, regarde un peu la distance, regarde la lourdeur des fois administrative. Ça, c'est le rôle de l'État. Les États doivent supprimer certaines choses qui alourdissent la procédure. Avoir un registre de commerce dans moins de 24 heures faciliterait les choses. Simplifier certaines choses qui constituent des barrières. Et puis, le jour où on verra qu'il y a la sécurité, les opportunités sont là. Quand tu regardes l'agriculture, comme l'a dit M. l'ambassadeur Guy, elle est encore toute vierge. C'est une opportunité d'y investir. Mais est-ce que pouvons-nous investir quand tous ces éléments ne sont pas encore réunis? Donc, il y a la part de l'État, il y a la part des opérateurs économiques, il y a aussi la communauté qui doit définir aussi les tarifs douaniers, qui doivent être respectés. Il ne faudrait pas qu'un douanier me dise « présente-moi les textes ». Il faudrait qu'il soit en connaissance de ces textes et ne pas les demander à un homme d'affaires, comme c'est le cas dans certains pays. L'ambassadeur Jacques Kabaré, justement, vous qui êtes chargé de cette intégration-là, aujourd'hui, sur votre table, depuis que vous avez pris vos fonctions, est-ce que vous avez été au chevet, par exemple, être au chevet des hommes d'affaires ou des autres secteurs? Est-ce que les inquiétudes sont-elles les mêmes? Ou y a-t-il un secteur qui présente ou qui vous a présenté plus d'inquiétudes ou de défis par rapport à d'autres secteurs? Je pense que les inquiétudes, il y en a. Mes collègues en ont parlé, l'ambassadeur en a parlé, M. Chaka en a parlé. Il y a les outils. Les outils sont là. Les outils communautaires sont là. Les chefs d'État ont adopté toute une série de mesures, toute une série d'instruments, mais paradoxalement, ces instruments n'ont pas été traduits dans les lois nationales pour que ces lois puissent être facilitées, soit l'échange entre les États, la libre circulation des personnes, il y a toujours des visas qui sont demandés, ça prend du temps, les infrastructures dont on a parlé tout à l'heure sont quasi inexistants. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer pour faciliter justement ce qui est produit et qui devrait parvenir à la côte, notamment, ou dans d'autres pays de la même sous-région. C'est ça. Notre organisation, la CEAC, est une organisation extrêmement riche. Je crois que c'est même la plus riche
potentiellement de toutes les organisations que nous avons en Afrique. Il y a du tout. Il y a de l'or, il y a du cobalt, il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a toutes sortes de minéraux qui sont là. Mais comme l'ambassadeur l'a dit, ces minéraux les investisseurs viennent, ils les exploitent, ils les emmènent. Cela ne crée pas des échanges même intracommunautaires, intranationaux entre les pays de la CEAC. Excusez-moi, ambassadeur Kabaré, mais oui. Vos propos me rappellent ce qu'on a toujours dit même d'une manière globale du continent africain, ce continent riche, scandale, je ne sais pas quoi, géologique. On parle tellement de choses sur le continent africain et des opportunités que présente le continent africain. Mais dans vos propos et même dans les propos de l'ambassadeur Guy, on sent une certaine volonté politique de la part des pays membres de faire avancer les choses. Mais je voudrais que vous deux, peut-être, puissiez me dire ou dire à nos téléspectateurs en ce moment, qu'est-ce qui manque justement? Le déclic doit venir d'où? Est-ce que la question doit être posée à vous, hommes politiques, à vous, diplomates, ou la question doit être posée à l'audacité que manquent les membres du secteur privé? À qui la faute? Je dis, qui doit répondre ou qui doit faire le premier pas? Est-ce qu'il est question du premier pas? Non. Il est simplement question d'harmoniser les processus de développement. Le représentant du secteur privé l'a dit. Ils sont disposés à travailler. Qu'est-ce qui leur manque parfois? Ce sont les financements. Et quand on parle de financement, il faut peut-être qu'au niveau de l'espace, on mène une réflexion qui pourra déboucher à la création d'une banque, une grande banque de l'espace, capable de financer le développement des grands projets au niveau de l'espace. Donc, banque de développement. Voilà. Comme la BAD. Comme la BAD, on peut avoir une banque au niveau de la sous-région. La sous-région, comme disait l'ambassadeur Kabaré, est constituée des pays qui ont des possibilités d'aller vers la création des banques, que ce soit les banques de développement ou d'autres types de banques. Parce que là, on parle des projets plus économiques, structurants et autres. On pourrait aussi toucher d'autres secteurs. Nous sommes dans une sous-région où les richesses, c'est peut-être pas seulement le bois et autres. On peut parler par exemple de l'habitat. C'est quoi le type d'habitat que l'on peut avoir au niveau de notre espace de la région? L'espace a de l'argile. L'espace a le nécessaire pour construire une maison avec plus de 70 à 80% des matériaux produits localement. Et qu'est-ce qui va manquer aux opérateurs économiques pour travailler, par exemple, dans ce domaine? C'est arriver, par exemple, à créer une banque de l'habitat, de l'espace. Et pareil, on peut le faire, par exemple, pour le développement de l'agriculture, pour encourager les opérateurs privés à travailler dans ce secteur-là avec les moyens de l'espace. On voit comment les autres encouragent leur secteur privé, encouragent les hommes d'affaires, les opérateurs économiques. Je pense que nous, on devrait aussi arriver à faire les mêmes choses et faire de sorte que dans le secteur privé l'a évoqué, il y a encore beaucoup de difficultés en termes de déplacement dans l'espace. Il y a encore des pays qui ont beaucoup de contraintes consulaires.
les visas et autres. Nous, on parle de la libre circulation des personnes et des biens. Il faut ouvrir l'espace pour la libre circulation des personnes. Il faut aussi que les procédures douanières et autres soient souples, donc pour permettre des échanges entre les privés, même si on ne produit peut-être pas encore assez, mais s'il y a des facilités dans le mouvement des personnes et des biens, on peut quand même commencer à sentir ces échanges. Mais si on reste seulement au niveau des déclarations et autres, il sera difficile pour l'espace de décoller. Mais il y a des choses qui se font. Il y a des projets qui sont en train de se développer, de se réaliser. Aujourd'hui, il y a peut-être 4, 5, quand même plus de pays de l'espace qui ont affronté la géographie. On peut partir maintenant par la route de Djamena jusqu'à Brazzaville, en passant par Bangui, par le Cameroun et jusqu'à Brazzaville. On peut même atteindre la frontière de l'Angola, le Cabinda. Bon, et il y a le grand projet route, rail entre Kinshasa et Brazzaville sur le fleuve Congo. Si on l'attaque un jour, ça veut dire qu'on pourra aspirer à arriver à Kigali ou à Bujumbura par voie terrestre, pourquoi pas? Parce que commercer seulement au moyen de l'avion, ce n'est pas évident. Avec l'avion, on ne transporte pas de fret et autres. C'est vrai qu'il y a un pays de l'espace qui est au large de l'océan Atlantique, Sao Tomé et Principe. Mais pour le bloc compact là, de l'espace, il y a des projets qu'on peut développer et pour faire que demain, on facilite le travail des opérateurs économiques, on facilite aussi le travail dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, on voit par exemple ce que nous a imposé cette pandémie de coronavirus. On a appris à développer d'autres réflexes. On parle aujourd'hui du télétravail. Il faut aussi parler de la téléscolarité. Il faut parler même de la diplomatie numérique ou digitale. Mais tout ça, il faut qu'on développe les infrastructures. Comment développer ces infrastructures? Est-ce qu'il faut attendre seulement la fibre optique qui est extrêmement chère? Est-ce qu'il faut attaquer le satellite pour avoir le signal? Tout ça, il faut qu'on commence à réfléchir sur ces questions-là. Comment faire? Parce que pour la téléscolarité, par exemple, si vous n'avez pas de signal de bonne qualité, comment les enfants vont aller à l'école? Puisqu'ils ne vont pas à l'école. Aller à l'école, c'est maintenant depuis la maison, à partir de l'Internet. Donc, il y a tout un tas de choses à faire au niveau de l'espace. Mais les choses bougent. Les choses bougent. Je vous disais là que, voilà, on peut maintenant voyager par voie terrestre depuis le nord de l'espace, donc le Tchad, Djamena, jusqu'en Angola, au Cabinda. Aujourd'hui, on arrive à voyager depuis le Gabon, la Guinée équatoriale, jusqu'à Brazzaville, arriver là. L'obstacle, c'est le fleuve, on traverse le fleuve. Mais comment faire maintenant, après avoir traversé le fleuve, pour arriver à Kigali, pour arriver à Bujumbura? Donc, ce sont les défis que la nouvelle direction de notre espace, de la CEAC, qui a connu aussi des réformes en termes organisationnels, voilà. Et ils ont en charge toutes ces questions, voir comment implémenter des projets qui soient structurants, des projets inclusifs, les projets intégrés qui bénéficient à tout l'espace. Justement, vous évoquez la réforme ou les réformes qui sont entamées aujourd'hui au niveau de la CEAC. Le commissaire Kanimba, vous avez suivi les propos des ambassadeurs et même de l'homme d'affaires qui est avec nous aujourd'hui. Ces opportunités dont on parle et qu'on doit attaquer ou peut-être rentabiliser, est-ce que avons-nous les moyens économiques, avons-nous les bases économiques solides
pour rêver ou pour oser nous lancer? Oui, Monsieur Fabi, j'espère que maintenant vous arrivez à m'écouter. Un moyen dans cette région, à mon avis, c'est pas vraiment ce qui a manqué. Quand vous regardez les structures économiques de la plupart de ces pays, c'est des grandes industries de pétrole, de produits miniers. Ce qui a manqué, c'est une stratégie de diversification économique où les rentes pétrolières auraient pu être utilisées pour la transformation économique. Aussi, franchement, par là, nous avons constaté que ça a pris beaucoup de temps. Mais c'est très bien aujourd'hui, quand vous lisez les stratégies de transformation économique à moyen terme dans les différents États, il y a une prévision et l'accent est aujourd'hui mis sur la transformation, la valorisation des ressources naturelles pour la valeur. Si combiné avec un accent particulier de plus en plus sur la petite et moyenne entreprise, je pense que ça a beaucoup de chances à moyen terme d'apporter des résultats. Mais je voulais souligner un problème majeur ici qui nécessite vraiment le politique s'engage très sérieusement. C'est tout ce qui a un rapport avec les obstacles non tarifaires au commerce. C'est vrai, cette région, c'est une région qui a connu beaucoup de conflits ici et là, et ces conflits ont généré un sentiment et un environnement de suspicion avec pour conséquence le montage des obstacles redoutables quand vous traversez les différents corridors de transit à travers toute cette région. Mais pas d'analyser ces choses. Ce sont des choses qui se sont mises en place, qui sont devenues presque pures, qu'il faut absolument démanteler. Et moi, je crois que c'est faisable. C'est faisable, c'est une question de conviction. La libre facilitation de la circulation des personnes et des biens au sein de la société, c'est un gros problème. Un gros problème, ce sont des pays qui toujours imposent des visas, des conditions incroyables. Même quand vous arrivez à vous installer dans un pays pour pouvoir y rester, faire un investissement, et parfois on vous taxe des frais de séjour pour ouvrir votre visa qui sont purement et simplement des moyens de découragement. Des moyens de découragement. Nous sommes en train de faire une évaluation de toutes les difficultés pour avec les différents pays. Imaginez, par exemple, aujourd'hui, pour quitter le port de Rwanda et envoyer un colis à Douala. J'ai appris que souvent, on doit d'abord d'Anvers, on envoie le colis à Douala. Pourtant, la CNC a 3000 km de l'Atlantique avec au moins 6 ports. Le problème est suffisant. Nous évoquons souvent, c'est vrai, je ne peux pas dire que ce n'est pas une contrainte majeure, mais même là où on a désenclavé la région, ce désenclavement n'est pas utilisé. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de fret sur la côte atlantique des pays de la CNC depuis le port de Rwanda, Matadi, Pointe-Noire, Douala, Port Gentil. Quand vous voyez tous ces ports, ils sont reliés au temporel. Mais entre eux, les gens ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de trafic. Dans cette région, la culture du dialogue public-privé, je dirais qu'il n'existe vraiment pas, surtout et l'environnement de la des affaires pour attirer les investissements, que ce soit les investissements directs. Dans beaucoup de pays, il y a vraiment tout à reconstruire. Quand vous regardez le lancement mondial de la plupart de la CAC par rapport aux indicateurs de gouvernance, vous allez vous rendre compte que la plupart des pays, à part le Rwanda, se trouvent à bas de l'échelle. Et quand vous engagez en dialogue avec les opérateurs privés de ces pays, vous arrivez à comprendre pourquoi. Pour enregistrer une entreprise, à certains pays, ça prend 5 mois.
Justement, Oui. je comprends les propos du commissaire Kanimba. Je pense qu'il a des difficultés avec la connexion Internet. Justement, une des difficultés, effectivement, de travailler comme on le veut aujourd'hui en Afrique. Vous évoquiez aujourd'hui les opportunités qui devaient être exploitées avec notamment cette pandémie où l'utilisation de nouvelles technologies a pu résoudre certains problèmes que les gens ont traversés. Ambassadeur Kabaré, est-ce que aujourd'hui le commissaire Kanimba parle, il revient, et même l'ambassadeur Guy, ils sont revenus sur les lourdeurs administratives et surtout l'ambassadeur Kanimba lui parle même d'un certain climat de suspicion vu l'histoire récente de certains membres de la communauté. Comment est-ce que ces bases doivent être posées pour que les gens puissent avancer dans une même direction sans suspicion, avec une vision commune et bien sûr tout en gardant ce principe que chaque pays doit se choisir ses priorités. Merci beaucoup. Il est clair que ces obstacles sont effectifs et sont réels et qu'ils handicapent complètement la libre circulation des personnes, des biens et des services. Mais je pense que tout cela est dû à une volonté politique qui n'était pas suffisante. Parce que c'est le même organe le plus élevé de la CEAC qui prend ses décisions, notamment au niveau communautaire, et qui, de retour, chaque chef d'État de retour dans son pays devrait traduire ces mesures communautaires dans ses lois nationales. Et ça ne s'est pas fait jusqu'à ce jour. J'ai confiance maintenant pour l'avenir parce que en reformant la CEAC, il y a eu un bilan et les chefs d'État ont fait le bilan. Ils ont mis l'accent sur tout ce qui n'allait pas, toutes ces lenteurs, tous ces mécanismes qui ne marchaient pas, toutes ces adéquations des textes qui ne se suivaient pas, et qui aujourd'hui se disent nous allons corriger les erreurs et nous allons essayer d'avancer. Cette volonté politique a commencé à se traduire au moment de l'adoption du traité. Ça s'est passé très vite. Les instruments ont été adoptés à une vitesse extraordinaire. Les arriérés de paiement, ça aussi c'est un signe que les pays ne croyaient plus dans leur organisation puisqu'ils ne payaient même pas les contributions qui devraient faire marcher l'organisation. Et en espace de presque 2 mois, les arriérés ont été couvertes en très grand pourcentage. Donc il y a quand même une prise de conscience réelle. Et une des choses qui m'a quand même qui a attiré mon attention également sur la volonté de pouvoir changer les choses, c'est qu'il y a eu une décision de considérer ce qu'on appelle les champions parmi les chefs d'État, regarder les pays qui ont une expertise importante et qui peuvent profiter aux autres, d'en profiter. Je donne l'exemple de l'Angola et du Gabon qui ont une expertise extraordinaire en matière de surveillance maritime. Je prends l'exemple du Rwanda qui a une bonne expérience en matière de gestion après conflit ou de la technologie de l'information. Ça sont des outils qui peuvent être profitables à d'autres et l'accent sera mis désormais sur ces expertises et les mécanismes ont été mis en place pour que on puisse
réellement profiter de ces expertises et pouvoir le mettre en œuvre. Chaka, on parle aujourd'hui d'un principe qui prend, disons, un peu plus d'accent chaque jour qui passe, le partenariat privé et public. Aujourd'hui, les investisseurs au niveau de l'Afrique et même de la communauté ont tendance à vouloir tout rejeter ou de jeter la balle dans le camp des États ou des décideurs politiques. Pourtant, on voit d'autres investisseurs qui viennent d'ailleurs, sous d'autres cieux, oser aller même dans les fins fonds de nos villages pour aller exploiter les moindres opportunités qu'il y a. On ne sent pas le même engouement chez nos hommes d'affaires et femmes d'affaires. Qu'est-ce qui justifie cela? Le risque que les autres arrivent à prendre sans vraiment, je ne dis pas qu'ils font fi ou qu'ils ne tiennent pas compte des difficultés, mais ils osent quand même y aller. Oui, tout à fait. Monsieur Eddy, je dois te signifier que c'est un problème de mentalité, je dirais, mais qui doit changer. Pourquoi? L'État a un rôle à jouer. L'État n'est pas là pour faire du business. L'État est là pour créer un environnement du business. Cet environnement, comme l'a évoqué les deux ambassadeurs, ça devrait être la lutte contre la corruption, du moins manifester la volonté. Diminuer la pression fiscale. Avoir une législation qui permet à tout citoyen membre de la CAC de se sentir chez lui. Tandis que le côté des entrepreneurs, nous devons comprendre que l'État est là pour booster le business en nous mettant en place des infrastructures adéquates. Et le reste, il revient aux investisseurs de voir le potentiel qu'il y a. Il ne faudrait pas attendre que l'État soit en même temps investisseur. L'État n'est pas là pour gérer les affaires. Voilà. Les affaires politiques, oui, mais pas les affaires économiques. Justement, on aura compris vos propos. Je pense que le temps est plutôt jaloux, le temps n'est pas en notre faveur. Je pense qu'on aura une prochaine occasion de revenir sur la CEAC et surtout de tous ces gros projets qui sont mis en place par les membres de cette communauté. Permettez-moi de remercier mes invités de la soirée, l'ambassadeur Guy Itoua, ambassadeur de la République du Congo, mais également le doyen des ambassadeurs ici au Rwanda. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci également à l'ambassadeur Jacques Kabari, ambassadeur du Rwanda en charge de l'intégration africaine qui nous a rejoint ce soir. Monsieur l'ambassadeur, merci. Merci beaucoup à Siaka également, Gakuba qui est opérateur économique. Merci beaucoup au commissaire François Kanimba qui nous rejoignait depuis Brazzaville, même si la connexion n'a pas été en notre faveur. Merci à vous tous qui avez été avec nous dans l'émission Majuscule Propos. Je m'appelle Eddy Sabiti. Restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Au revoir.